Bonjour à vous, fans de pop culture. Et nous revoilà pour la suite de notre rétrospective des films One Piece. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au deuxième film de cette énorme saga, One Piece, l'aventure de l'île de l'horloge. L'avenir ne peut exister que si on met sa vie en jeu. L'année 2000 fut une année fort prolifique pour la licence One Piece. Le premier film a eu son petit succès au festival Toei Anime Fair et l'anime gagne de plus en plus en popularité, avec plus de 870 000 volumes vendus à la fin de l'année 2000, contre seulement 370 000 pour l'année 1999. Et One Piece se retrouve ainsi avec un total de 1 600 000 exemplaires vendus depuis sa publication. Donc comprenez bien là que le manga commence à faire son ascension et que la Toei ne compte évidemment pas lâcher cette jolie poule aux œufs d'or. Ça c'est vrai ça. Et on ne cracherait pas sur un autre succès au cinéma, comme pour le premier film Otoe Manga Matsuri de 2001. Junji Shimizu est recontacté pour prendre la réalisation de ce second moyen-métrage de 50 minutes pour l'année prochaine. On l'accompagne du scénariste Hiroshi Hashimoto, un gars qui a déjà bien roulé sa bosse dans le métier depuis la fin des années 80. Il a déjà fait partie de divers projets et groupes de scénaristes, comme avec la série animée Yu Yu Hakusho et son deuxième film dérivé, La Légende du Royaume des Ombres, ou encore la série animée Ninku et la quatrième version de Gegege no Kitaro, qui sont encore des licences très appréciées au Japon. En 1999, il faisait partie des premières équipes de scénaristes sur la série One Piece, et c'est ainsi qu'il fut débauché pour ce deuxième moyen-métrage. Toute l'équipe se met donc très vite au travail pour respecter les délais, et ainsi le film finit par sortir le 3 mars 2001 en duo encore une fois avec un film Digimon, et avec en bonus un petit court-métrage musical sur Django avec un single du groupe Folder 5. Et pour vous resituer à cette époque, le manga a déjà bien entamé l'arc Alabasta et l'anime vient de finir la saga East Blue avec l'arc Lockdown, et les équipes préparent déjà l'arc d'entrée sur Grand Line. Quant à la chronologie interne, le film semble se dérouler après l'arc de Lockdown, vu que Zoro possède ses nouveaux sabres et Usopp ses lunettes de visée, mais juste avant Reverse Mountain, vu que Nami ne possède pas encore le lock pose. Mais croyez-moi, c'est sans doute l'un des derniers métrages qui pourrait faire sens dans la chronologie de l'anime One Piece, parce que pour le reste, c'est pas vraiment ça, hein. Bref, assez tergiversé, One Piece, l'aventure de l'île de l'horloge, sorti le 3 mars 2001, c'est parti. Bon, le film commence par l'équipage qui chill tranquille. Luffy pêche, Zoro s'entraîne, Nami fait bronzette, Sanji retient sa quéquette, Usopp part nager et le Merry va voguer. Attends quoi? Qu'est-ce que tu racontes depuis tout à l'heure? Le Valkyrie a mis l'étoile. Oui, je me suis fait brojacker. On m'a volé le bateau. Bon, vous l'aurez compris, c'est la galère. Notre équipage tente de poursuivre le Vogue Merry, mais trouve en chemin un enfant en train de se noyer. Bien sûr, Sanji tente de sauver le gamin, mais tout cela était un piège tendu par les frères Chapardeur. C'est eux qui s'appellent comme ça, hein, c'est pas moi. Donc Bolodo et Akis, les deux brigands en carton, et encore le carton lui sert à quelque chose, voyant que l'équipage de Luffy n'a rien sur eux, décident de les relâcher sans aucun instinct de survie. Sachant que n'importe qui dans la situation de Luffy aurait eu le légitime droit de déchirer leur adversaire, femme ou enfant inclus. Mais non, à la place on nous dit que Bolodo rêve de devenir le plus grand voleur de tous les temps, en volant l'horloge de diamant, encore un objet de grande valeur à East Blue que Woonan ne semble pas avoir volé. C'est mauvais. Bref, à peine avons-nous le temps d'apprécier ces objectifs fort profonds qu'il faut qu'on nous introduise au sbire du méchant, par un premier plan qui inspire la terreur, et rien de mieux que le drapeau de celui-ci, qui inspire une peur et le... En fait, non. Ces pirates se présentent comme l'équipage de Trump, dirigé par le terrible Bear King, et ces premiers sbires vantent la puissance et son ambition de bientôt devenir le roi des pirates. Non mais faut arrêter la moquette, la réponse tombe sous le sens, c'est moi. Bouh, vous allez regretter d'avoir manqué de respect au gang des pirates Trump. Donc bon, on est enfin parti sur de la vraie bagarre. Le premier film nous avait un peu laissé sur notre fin de ce côté-là. Donc vas-y film, fais voir ce que t'as dans le ventre en termes de scènes d'action. Je crois que mon siège devait bouger pendant ces scènes, mais ma chaise elle marche plus. Bon, au final, le gros intervient et coule le navire de Bolodo et capture Nami. C'est pas vrai, Nami! Oui, bien vu. On va se faire un plaisir de l'emmener avec nous. Une fois qu'on lui aura présenté ce magnifique brin de jeune fille, il va savoir ce qu'il voudra bien en faire. Est-ce qu'il y aurait comme un sous-entendu? Une blague de cul dans One Piece? C'est une blague de cul dans One Piece? Bon, l'équipage et les frères Chapardeur s'en sortent et décident de se diriger vers l'île de l'horloge, où se trouve l'horloge de diamant. Et comble du hasard, c'est là où se trouve la base des Trump.
Pendant ce temps, Nami est ramené à Berking, qui est un pirate qui se sert de toute la population de l'île comme main d'œuvre pour fabriquer ses terribles armes. Mais c'est aussi un grand romantique qui prend le temps de faire la cour à Nami et d'être courtois. Messieurs, prenez exemple de la partie que vous voulez. C'est tout à fait mon type. Nami nargue Berking, clamant qu'il ne pourrait pas vaincre Luffy, et ce dernier la prend au mot en clamant que sa prime servira de cagnotte à leur cérémonie de mariage. En attendant, Luffy et ses camarades débarquent sur l'île et tentent une première fois d'escalader la tour Trump. Après en avoir bien chié, ils arrivent sur l'île de l'horloge, où ils voient enfin le bateau sur le château de Trump. Donc bon, perdons pas de temps et allons secouer... On va manger. Et se changer. Quoi ? Je suis sûr que Nami s'en sort très bien toute seule. On est vraiment dans un univers de bisounours en disant ça. Nami se défend très bien toute seule, mais capturée et en sous-nombre, avec en plus une menace d'amour sans consentement, je pense pas qu'il faut être autant relax pour sa sécurité. La meuf pourrait littéralement être en train de se faire torturer et sous le supplice d'un gros pirate pervers. C'est quoi cette fausse camaraderie de bâtard ? Luffy, c'est pas le moment de faire du lèche-vitrine. Mais quel culot, putain! En explorant la ville, l'équipage rencontre deux habitants de l'île qui semblent avoir pour caractéristique d'avoir une coupe en forme de caca. Ils expliquent aux héros que ce sont les concepteurs de l'horloge de diamant, construit pour fêter la naissance de leur fils, aujourd'hui disparu, et que la situation de l'île est merdique depuis que Berking et ses hommes ont débarqué et réduit les habitants de l'île en esclavage dans le but de construire des armes de destruction massive. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Tout le monde se dirige vers le château de Trump. T'inquiète pas, Nami, ton calvaire ne durera pas longtemps. Et voilà, j'ai encore gagné. Désolée, mais je crois que la chance est de mon côté. Pendant ce temps, Luffy et les autres continuent leur périple jusqu'au château avec une montgolfière et apprennent que le gamin se défend pas mal en mécanique et en particulier avec les machines de l'île. Mais à peine avons-nous le temps de profiter de ce foreshadowing de génie que le groupe se fait repérer par Queen et attaqué par Bojack. Sanji tente de défendre tout le monde, mais... Tout le monde se fait un peu valser par Queen et Sanji se fait lamentablement capturer et montré comme trophée à Nami. Et maintenant, à quoi est-ce qu'on va bien pouvoir jouer? Et ça en fait des sous-entendus sexuels dans ce film, hein, c'est assez chelou. À ce moment-là, Luffy et sa bande sont devant l'entrée du château. Et on apprend vite fait que Akis se vante du fait que Bolodo le protège toujours. En témoigne le bras perdu de ce dernier remplacé par une prothèse. Usopp trouve le comportement de Akis déplacé et je suis totalement d'accord. Et Luffy traite ce dernier de mauviette et l'incite à faire de son mieux pour survivre. Là, je suis pas d'accord. Putain, mais il a genre 7 ans! Luffy et Zoro débarquent en grande pompe dans la base de Berking et dégomment tout sur leur passage. Et quand je dis dégommer, ils font pas semblant, hein. Il arrive que Zoro coupe en rondelles de façon bien trash les sbires de Berking, hein. Oh putain! Et notre méchant profite de cette cohue générale pour présenter sa fameuse arme secrète. Tellement puissante que selon ses dires, il fera de lui le roi des pirates. King Cannon? Ça fait peur. Oh oui, je vous le dis, le conseil des 5 étoiles est déjà en train de se chier dessus. Meanwhile. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? À l'entrée du château, un nouvel ennemi apparaît en la personne de Nigel de la jungle. Pardon, Skunkwan, un homme qui utilise son cul. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le gaz du démon. N'hésitez pas à le respirer à plein poumon. Humez-le bien profondément. J'ai plus 10 ans, j'ai plus 10 ans, j'ai plus 10 ans. Pardon, Usopp se porte volontaire pour l'affronter et se sacrifie dignement. Donc ça fait déjà 2 membres d'équipage capturés, donc vraiment c'est la grosse loose et j'arrive pas vraiment à trouver de positif dans cette situation. Akis! Merci. Oh non, Akis est dans le coma. Ouais, mais au moins c'est pas une mauviette. Un piège plafonné s'active sur Luffy et Zoro et Bolodo les laisse en plan. Non, je déconne même pas. Il révèle au passage que c'est lui qui avait volé leur bateau pour les amener sur cette île, qu'il n'a jamais été intéressé par l'horloge de diamant, mais souhaitait surtout que les chapeaux de paille l'aident à libérer l'île du joug des frères Trump, puisque c'est de là que vient Akis. Mais vu que pour lui, ils ont l'air incapables de les battre, il décide de les abandonner en laissant Akis, tout en leur demandant de prendre soin de lui si jamais il lui arrive quelque chose. Hein? Un jour, quelqu'un a dit « L'avenir ne peut exister que si on met sa vie en jeu. » Ouais, et celle des autres? Hein? Bref, Bolodo se barre et le frère Trump Joker débarque pour affronter Zoro et ce dernier se fait vite défoncer et rejoint le reste de l'équipage capturé. Cela met Nami hors d'elle et confronte Berking qui, waouh!
frappe Nami. Cette femme sera exécutée en même temps que ses partenaires. Vivement le bâton météo, putain ce perso mérite mieux que ça s'il vous plaît. Ah oui d'ailleurs voici le fameux Kinkanon hein. Je sais, c'est particulièrement effrayant, je vous demanderai de faire preuve de retenue. Ha ha ha! C'est qui, toi? Personne t'a invité à ma fête. Ne vous en faites pas, la cavalerie est là! Ouais! En tant que kamikaze! Tu sais que si tu te fais sauter, tu fais péter toute l'île à cause du remontoir. Ah! Je peux avoir mon droit de flashback? Donc bon, au final, Bolodo se fait dégommer et Akis tente d'intervenir pour défendre ce dernier. Mais vu que c'est un gamin, il se fait vite remettre à sa place comme il faut. Est-ce que je vais jeter la pierre aux gamins ou aux adultes irresponsables qui l'ont amené ici en connaissant les risques? Je crois que j'ai déjà ma réponse. Luffy fait un effort surhumain pour se débloquer du piège et arrive enfin face à Berking. Et libère par ailleurs ses amis qui vont pouvoir tous prendre en 1v1 chaque membre d'équipage de Berking. Donc résumons, Zoro prend le Joker. Demon Slash! Ah oui, non mais ça va être ça à chaque fois en fait. Sanji se fait Jack, mais genre vraiment? C'est pas parce que tu as remis tes chaussures que ça va changer quelque chose. Crois toujours que je ne peux rien faire. Ça fait plaisir. Et Usopp contre le coussin péteur. Ah, ça c'est un truc qui peut être cool. Usopp a moins de pouvoir et il va sans doute devoir user de son intellect pour battre un pirate accompli. Une bombe incendiaire dans le cul et on n'en parle plus. Bon, par contre, on n'oublie pas un peu Queen. Je rappelle, c'est un Logia. À l'époque où ça se passe, ils sont limite imbattables. Je me demande ce que les scénaristes ont en réserve pour l'avoir. Et voilà, madame dans son bocal. Oh non! Ça fait pas plaisir. Bon, pour se rattraper, on a le combat entre Berking et Luffy. Et que dire si ce n'est que notre cher capitaine Ourson cachait fort bien son agilité au combat. Encore cette caméra qui va n'importe où. Je suis censé regarder ce film au futuroscope ou quoi? Ça c'est honteux ça! Bon, Luffy se fait un peu dominer, mais attention, drama. Bolodo prend le contrôle du Berkanon et tire sur Berking qui l'esquive. Couchez-vous, ça va être la fin du monde. Cette arme est censée mettre le monde à genoux et être le signe de pouvoir du nouveau roi des pirates. Berking tente de tirer sur Bolodo, mais notre Akis s'interpose et se prend la balle. Bah voilà, là c'est plus une mauviette, c'est un vrai mec. On marquera ça sur sa tombe. Berking traite le gamin de stupide, ce qui met Luffy hors de ses gonds, vu que quand même, c'est lui qui a insinué de le faire à la base, non mais oh. Luffy le met hors d'état de nuire de manière plutôt classe en interceptant un autre tir du Kinkanon et en le renvoyant en mode tournevis direct sur Berking. Les gentils ont gagné, la tour est détruite, et l'île avec du coup, mais tout va bien, les habitants avaient prévu ça depuis un moment et ont déjà toutes leurs affaires en main. Akis n'a rien, dommage, ça aurait été bien trop drôle. Luffy, je crois que t'as tué un gosse. Et ce sera pas le dernier. L'horloge de diamant se met à sonner. Ah mais oui, c'est ça la référence au titre du film. Putain, j'ai failli oublier. Et ainsi on révèle que Akis vient de cette île et que ses parents l'ont abandonné pour le protéger. De quoi? Bah c'est pas plus clair que ça. Je veux dire, je veux bien que les Trumps soient des connards, mais rien qui indique l'infanticide. Et c'est pas genre condamner à la mort un bambin de le balancer à la flotte comme ça. Je veux dire, c'est pas une bouteille à la mer, si personne le trouve, il est vraiment foutu le gosse. Bref, grosse chialade, l'île coule, les chapeaux de paille récupèrent leur bateau et les habitants de l'île promettent de transformer leur tas de merde en une île vivable. Bonne chance. Et Akis ne reste pas avec ses parents, parce que... Nick, je préfère risquer ma vie. On finit sur un générique nous montrant les prochains arcs qui seront adaptés en animé, avec Whiskey Peak, l'île de Drum, des caméos de Chopper, Ace, des membres du Baroque Works, dont Vivi et Rob. Yeah! Voilà, voilà. Vous savez, on en est à peine au deuxième film que je suis déjà un peu saoulé. Vu que le film échoue comme le premier à me faire sauter de mon siège, mais pour des raisons totalement différentes. Mais alors, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui change? Je vous propose de voir ça ensemble. Si on n'a plus de chauffage, on s'est chauffé au gaz. Et on se prend pour dîner un bon plat de flageolet. Et ça fait du bien. Bon, on va se le dire, ce film est bien plus rythmé que le premier. On n'est plus sur une petite chasse au trésor toute mignonne, là on est vraiment sur une mission de sauvetage avec plusieurs péripéties. Ce qui permet déjà au réalisateur et à son équipe de montrer un peu plus ce qu'ils ont dans le ventre, mais aussi d'avoir bien plus à manger en termes de divertissement pur. Et je dois dire qu'en effet, ça bouge plus, et on a le droit à des scènes vraiment dynamiques et haletantes.
parfois même trop, comme les scènes animées par Itsuki Imazaki. C'est lui qui a animé les scènes de baston dont je me suis allègrement moqué dans le résumé. Et c'est ces scènes à lui qui me posent le plus de problèmes en termes de mise en scène plus que toutes les autres. Ces animations donnent une grande impression de mouvement due à l'animation fort dynamique des sujets de l'action et à la mobilité de la caméra qui semble partir dans plusieurs sens de manière effrénée. C'est un parti pris artistique qui peut se défendre, mais personnellement je le vois un peu comme une sorte de cache-misère qui me laisse pas pleinement apprécier la chorégraphie des combats. Là je l'avoue c'est très subjectif et même à la limite du pinaillage, car en vrai j'aime bien cet aspect plus exagéré dans les mouvements et ça donne au film un certain peps qui nous tient plutôt bien en éveil. D'ailleurs je n'ai pas grand chose à dire des autres scènes d'action qui témoignent d'un sacré bon travail de l'équipe d'animateurs qui ont clairement mis les moyens pour leur ambition. J'aime aussi pas mal les scènes sur l'île de l'horloge qui sont plutôt jolies, l'environnement, ces moulins, ces gens avec une coupe de merde et l'aspect de la tour démesurée de Berking. Bon après c'est vraiment très simpliste et niveau dépaysement c'est pas encore ça. Heureusement que l'OST est là pour compenser, toujours composée par Tanaka Koe. Elle est toujours aussi bonne et c'est peut-être mon petit plaisir de cette rétrospective, c'est de découvrir les OST de chaque film et voir les musiques cultes qui en ressortent. Et sur cet album c'est assez riche, on a des thèmes qui accompagnent chaque combat de chaque personnage, on a une OST pour celui de Zoro, de Sanji, de Usopp et même un petit thème pour Luffy qui sera souvent repris dans l'animé lorsque l'on évoque une chose impressionnante et puissante. On y retrouve aussi les OST cultes d'aujourd'hui comme Aha Sushite Tabitachi et qui ici a le droit à un petit remix avec un début original nous évoquant la boîte à musique de Akis et son île qui reprend après directement sur le thème du chapeau de paille de Luffy comme une rencontre entre ces deux mondes. On peut vraiment se réjouir d'avoir une bande sonore aussi efficace qui arrive à parfaitement retranscrire l'esprit de One Piece, ce que le film tente désespérément de recopier. Vu que oui, le moyen-métrage utilise la même méthode que le précédent, s'inspirer des trames narratives des derniers arcs de l'animé pour construire son propre scénario qui serait cohérent avec l'esprit de One Piece. Ainsi on retrouve par exemple des éléments de l'arc Arlong, avec la disparition de Nami, l'île prise en otage par des pirates et les différents méchants qui sont déjà des adversaires tout désignés pour chaque membre d'équipage. L'enjeu pour Luffy et ses amis n'est pas tant de sauver l'île des pirates, mais surtout de récupérer le Vogue Mary. Et Nami, ouais aussi accessoirement. La trame narrative est en soi pas honteuse et comporte bien plus de péripéties que le premier film, avec pas mal de bonnes idées menant à de multiples scènes d'action, comme la tour piégée ou les interventions des méchants. Et je dois avouer que j'aime beaucoup l'idée de voir pour une fois l'équipage de Luffy en chier pendant toute une partie du moyen métrage, pour laisser les vilains un peu s'imposer. Ainsi on a une vue sur leurs différentes techniques de combat, leur caractère, leurs ambitions, et même un peu leur dynamique de groupe avec le personnage de Nami. Chacun va défaire l'un des membres d'équipage, et même les humilier pour qu'on soit ainsi plus investis dans leur combat final. T'aurais mieux fait de tenir ta langue. Je peux t'assurer que je vais te hacher menu, gros lard. C'est ce que le deuxième film fait de meilleur par rapport au précédent. Il installe mieux ses antagonistes comme une menace. Après attention, loin de moi l'idée de dire que ces vilains sont mémorables, car clairement, c'est pas trop ça, mais il y a quand même une volonté de mettre pas mal de bâtons dans les roues aux héros, et ainsi rendre leur victoire finale d'autant plus satisfaisante. On ne devrait jamais donner de la confiture aux cochons. Ce qui est bien mieux que d'attendre que Luffy et Zoro arrivent pour péter la gueule vite fait aux méchants, avant de continuer tranquille son chemin. Ici, on construit les différentes oppositions sur la base d'une défaite qui va suivre une victoire éclatante, ce qui est une technique scénaristique fort efficace si vous voulez tenir en haleine vos spectateurs. Est-ce que je suce un peu trop les méchants? Oui. Est-ce que ça veut dire que je vais être un peu salé pour le reste? Oh putain ouais. Ça va chier. Parce que bon, si au niveau du rythme ça tient plutôt bien la route, c'est plutôt le contenu de l'histoire qui me pose problème. Par la négative, parfois l'ondine et sous les formes l'antiphrase de son inconscient positif me méprendais. Oui, vous me méprendez. Putain, j'ai tout bien fait. J'ai mis ma belle cape, je suis gentil. Je dois faire quoi pour tremper mon biscuit, hein? Je suis encore étonné de voir combien je me sens déconnecté de ces moyens métrages. Est-ce que c'est le fait que ce soit un HS qui me pose problème? J'aurais envie de dire non, vu que pas mal d'arcs HS de certains animés, et même de One Piece, ont réussi à bien m'investir émotionnellement. Est-ce que c'est la façon dont l'histoire est racontée? Bah non, on a bien vu précédemment que c'était plutôt solide et même les vilains ont pas mal de potentiel. Mais alors, nom de Dieu, qu'est-ce qui cloche? Les nouveaux protagonistes. Cela ne vous aura pas échappé, mais les moyens métrages One Piece semblent obéir à un même pattern. Celui de présenter un duo de nouveaux personnages, qui seront les nouveaux vecteurs d'intrigue pour nos héros. On y inclut aussi un perso enfant pour que les jeunes spectateurs visés se sentent représentés, même si on sait pas trop quoi en foutre au final. Et le problème va être là. Qu'est-ce que Akis et Bolodo racontent?
Deux voleurs dont le but apparent est de dérober une horloge en diamant très connue. Cependant, l'objectif caché de Bolodo est tout autre. Il veut sauver l'île où cette horloge est située, car il sait que c'est là où Akis est originaire. Ainsi, Bolodo piège les chapeaux de paille en espérant qu'ils pourront l'aider dans sa quête en se débarrassant pour lui des pirates qui ont pris le contrôle de l'île, et ainsi rendre Akis à ses parents. Bref, des objectifs fort nobles faisant apparaître le personnage de Bolodo comme bien plus altruiste qu'on ne le pense. Cependant, le film semble ne pas trop savoir de quoi parler avec cette histoire et semble s'être décidé de trouver une raison un peu naze pour faire porter le blâme sur Akis, en le faisant se vanter que Bolodo l'a toujours protégé, à tel point que ce dernier y a même laissé un bras. Donc là, on pourrait avoir un parallèle intéressant et évident avec Luffy et Shanks, car là où Luffy en tire un certain regret, Akis au contraire en tire une grande fierté, donc de quoi un peu opposer les personnages. Mais au lieu d'essayer de raisonner simplement le gamin, comme tout bon adulte qui se respecte, on l'oblige à participer à une bataille mortelle pour montrer que tout ce que fait Bolodo pour lui, c'est vachement dangereux. J'ai aucune envie d'aider une petite mauviette. Je suis pas une mauviette, je sais très bien me défendre. D'accord, dans ce cas, faites de ton mieux. Et je le demande, est-ce vraiment nécessaire d'être aussi hardcore? Sérieusement, le gamin semble avoir à peine 8 ans et il se prend carrément une putain de balle pour retenir votre leçon à la con. Je sais pas, ça vous semble pas chelou comme type d'histoire? Et puis, c'est quoi la morale? Oui, faut pas se réjouir du sacrifice que font les autres pour vous et faut le leur rendre, quel que soit votre âge. Sale gosse. Parce que bon, Akis qui se prend une balle, c'est validé par les autres personnages comme une bonne chose. On remet jamais en question le fait que ce n'est qu'un enfant random qui ne devrait même pas avoir à se sacrifier. Et puis merde, dans l'histoire, c'est Bolodo qui trouve un bébé, et certes, il souhaite réellement le ramener chez lui en sécurité, mais il trouve rien de mieux à faire que de continuer sa vie de voleur, et même d'y impliquer Akis activement. Et il s'étonne après de se mettre en danger, et Akis avec. Vraiment, il pouvait pas trouver un autre job. Je suis pas partisan de dire que c'est jamais la faute des gamins quand il s'agit de faire des conneries, mais là, la faute revient à Bolodo pour le coup. Je veux dire, si on veut comparer avec Luffy et Shanks, le contexte n'est absolument pas le même, c'est même tout l'inverse. Et Luffy qui a pas meilleur comme leçon que « Oui bah vas-y, fais le bonhomme et montre ce que tu sais faire !» Hein? C'est comme si Shanks avait dit à Luffy à l'époque « Ouais vas-y, rejoins mon équipage, mais tu vas bien en chier, faudra pas venir pleurer !» Mais c'est débile! Luffy, il s'en veut quelque part que Shanks ait perdu un bras pour lui, car il a été trop immature de se penser prêt à être pirate, et il avait une fausse idée de ce qu'était un vrai pirate. Là, Akis, il vit comme un voleur à l'âge de 8 ans, et tout le monde trouve ça très bien, même à la fin. Ça aurait pas eu plus de sens et même être plus touchant de voir Bolodo rendre Akis à ses parents pour qu'ils vivent une enfance heureuse et de se promettre un jour de se retrouver sur les mers, comme Luffy et Shanks par exemple. Encore une fois, désolé, je suis peut-être buté, mais je comprends pas ce que veut me transmettre le film. Je veux dire, le parallèle avec Nami est criant. Elle aussi a été voleuse pendant longtemps et elle a commencé très jeune en plus. Et elle en a chié pour voler tous ses berries pour acheter son village. Et le fait qu'Arlong lui ait donné ce genre de job aussi jeune n'est jamais montré comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'un gamin qui fait un job aussi dangereux, ça n'a rien de cool. Là, Bolodo, il est sympa avec Akis, donc ça va, ça passe. Akis peut vivre une vie de voleur tranquille. Sérieux? Je veux bien qu'on nous montre la figure du voleur dans l'univers de One Piece sous un jour plus positif, mais là, c'est carrément malsain quand on y pense un petit peu. Et rajouter à cela l'intrigue des parents d'Akis, dont je m'en tartine le fion, mais d'une puissance. Et pareil pour l'île qui est prise en otage, où la majorité des habitants sont contraints à du travail forcé en usine. Mais on ressent jamais l'urgence et il n'y a aucun mal-être sur l'île. Comment vous voulez que je me sente concerné si je vois même pas les gens souffrir un peu? Sortez pas cette phrase de son contexte. Peut-être d'ailleurs que le film voulait parler d'affiliation et que le lien qu'on décide de se faire sont plus forts que le sang. Ce qui irait avec les antagonistes, qui sont en soi une fratrie de méchants opposés à l'équipage de Luffy qui s'est formé grâce aux liens qu'ils ont eux-mêmes tissés. Mais bon, ce thème n'est quasi pas abordé et à la place on lui préférera du Akis qui doit survivre à la bataille finale pour apprendre sa leçon. Super. Et nos héros dans tout ça, bah disons qu'ils se font un peu entraîner par les événements. Chacun aura bien le temps de briller face à leur antagoniste, surtout Sanji vu qu'il est le petit nouveau en cette période dans l'animé. Je suis l'homme qui a eu le privilège de passer de la crème solaire sur sa peau fine et délicate. Et Nami sert un peu à rien. Sérieusement, le Vogmeri c'était pas suffisant comme excuse pour que les chapeaux de paille interviennent. Fallait vraiment une demoiselle en détresse en plus. Tout ça pour faire un parallèle pourri avec l'arc Arlong, en lui faisant garder le chapeau de paille qui perd du coup toute sa symbolique, vu que dans l'arc Arlong, c'est Luffy qui lui confie son plus précieux trésor, avant de se jeter dans la bataille pour la sauver. Dans le film, c'est juste pour le look. Évidemment que oui!
Et les méchants d'ailleurs, on s'en est bien moqué dans le résumé, mais au final ils sont assez insignifiants. Alors oui, ils sont plus marqués et au moins on fait un effort pour mieux les définir, mais ils restent très peu intéressants à suivre. Beer King et son King Cannon sont juste nazes. Et son crush sur Nami rend le perso assez bené et m'empêche de le voir comme une véritable menace. Pourtant le mec a réussi à mettre en esclavage toute une île pour son usage personnel. Il semble sans pitié et son pouvoir de durcissement et de chauffe est assez cool. Il n'y avait pas mieux pour en faire un adversaire redoutable contre Luffy. Mais bon, déjà niveau design, je le trouve laid, pas laid dans le sens le perso est pas beau, juste que le design est moche. Pourtant j'aime bien les designs extravagants dans le style de One Piece, mais là je le trouve juste brouillon et peu raccord avec son surnom. Et puis merde, il semble même avoir du mal à se déplacer avec son corps tout carré qui doit faire référence aux cartes de jeu auxquelles son équipage fait référence, mais là c'est pousser le concept un peu trop loin, non? Et puis bon, cette gueule de figurant, sans déconner, El Drago c'est pas du génie niveau design, mais au moins il y avait de l'idée pour le rendre intimidant. Là c'est juste un brouillon et on a du mal à prendre le vilain au sérieux malgré l'effort des doubleurs japonais ou français. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. C'est moi qui possède le remontoir de cette île, ne l'oubliez jamais. Il est surchargé de couleurs et de détails superflus. Regardez-moi ce manteau qui n'a aucun sens. Le chapeau ours, la tête de singe, la crinière autour de sa tête, ça n'a aucun sens d'animer des designs aussi complexes et moches. Et tous les autres sentent un peu le réchauffé et pas très inspiré, sauf toi Skunk. Tu pues, mais au moins ton design a de l'idée. Bienvenue au château Trump. Votre camarade d'infortune vous attend avec impatience. Bref, on est encore dans un cas où je suis grave déçu d'un film One Piece et que je ne suis pas du tout en phase avec sa morale. Mais peut-être que le public de l'époque était bien plus en phase avec ça. Je vois clair dans ton jeu, tu préfères t'en aller alors que tu me dois un sacré paquet de fric. Alors quoi, tu crois que je vais te laisser me payer en nature? Ah! Le film est présenté au Toei Anime Fair de 2001 avec Digimon 2 et le court-métrage Django Dance Festival, qui, il faut l'avouer, bouge super bien. Mais bon, avec tout ça, est-ce que le duo de films a encore confirmé son succès? Eh ben ouais, et même bien plus que ça. Les deux moyens-métrages vont rapporter 3 milliards de yens au studio. 3 putains de milliards. Et pour vous donner une idée, dites-vous que ça aurait pu le hisser facilement dans le top 5 des plus gros succès au box-office japonais, aux côtés de Battle Royale et d'un film Pokémon. Mais bon, vu qu'on est face à 2 films sortis en un, accompagnés d'un court-métrage, il ne peut pas vraiment compter comme un film unique au box-office. Quant aux critiques, on est toujours assez partagé. Quelques personnes le voient comme l'un des meilleurs films dérivés One Piece, quand d'autres le trouvent comme moi, très moyen. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est encore une dinguerie pour le studio Toei Animation, qui va monter de plus en plus en puissance. Et ça, grâce à One Piece. Nous, je descends gaiement pour niquer ta maman. Fais pas semblant, j'ai niqué ta maman. Le téléphone, alors, c'est ta tonne. Ça alors, nous. Vous l'aurez compris, pour moi ce film fait encore chou blanc de mon côté. Tous les ingrédients sont là pour que je passe un excellent moment, mais la sauce n'arrive vraiment pas à prendre. Je trouve l'histoire bien trop convenue, les thématiques encore une fois trop maladroites, et le scénario ne semble pas trop savoir quoi raconter en priorité. Résultat, c'est un film qui se laisse regarder, mais semble perdu dans son propos. Il y a eu clairement du cafouillage et une impression de vouloir faire trop compliqué quand il fallait absolument aller au plus simple. Là où le premier film essayait de se contenter d'être une bête chasse au trésor, ce film essaye d'être un arc complet de One Piece en moins d'1 heure. Mais on n'a pas le temps d'introduire ou de s'attacher aux nouveaux personnages, ni même le temps d'explorer et découvrir les spécificités de notre nouvel environnement. Une partie que j'aime beaucoup dans One Piece, c'est la découverte d'une nouvelle île et ses spécificités. Et autant dire que ce film-là et le premier ont bien du mal à me dépayser de ce côté-là. J'espère sincèrement que le troisième va se bouger un peu plus, car pour le moment on est clairement sur du OSEF sur 20. Il a au moins le mérite d'être intéressant dans son pourquoi il est aussi moyen. Et on ressent tout de même un assez gros boulot de la part des animateurs pour essayer de faire quelque chose de correct. Et même de la part des scénaristes pour essayer de retranscrire l'esprit de One Piece. Mais bon, espérons que la troisième sera la bonne. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas le pouce bleu ou l'abonnement pour ne pas rater la suite. Sur ce, je vous le dis, à bientôt tout le monde.